Pour explorer la thématique et la réflexion, on vous propose finalement quelques grands chapitres. Le premier, pour avancer, c'est peut-être de caractériser ce corps défunt. Comment on peut le définir? Alors peut-être déjà un regard juridique avec Magali Boutaille-Brigand. Quel est finalement, que peut dire le droit sur le corps défunt? Est-ce qu'on a des repères précis? Alors le droit, et ça me fait sourire de voir vos témoignages, il est embêté par le corps défunt. C'est-à-dire qu'en droit, on distingue deux types d'entités. Toutes les entités sont réparties entre les personnes et les choses. Pour être une personne, il faut être un être vivant et viable, de la naissance jusqu'à la mort, donc le cadavre n'est pas une personne, ou une personne morale mais d'un côté, et tout ce qui n'est pas une personne, c'est une chose. Donc de facto, le cadavre est considéré par le droit comme une chose. Une chose un peu particulière quand même, puisqu'on a l'article 16.1.1 du Code civil qui dit que les restes des personnes décédées, y compris celles qui ont donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Et on protège le cadavre. On protège le cadavre par le droit civil. Et on interdit l'appropriation du corps humain, on interdit les atteintes à l'intégrité du corps humain, sauf exception médicale, don d'organes, etc. Et une protection pénale. On va interdire par exemple le viol du cadavre. On va interdire, et c'est récent quand même, parce qu'avant on ne protégeait que la sépulture, maintenant on protège le corps du cadavre lui-même. Et ça date de 1994, donc finalement c'est pas si ancien que ça. Donc le droit considère aujourd'hui le cadavre comme une chose, voire même, et c'est choquant, comme un bien, c'est-à-dire une chose appropriée. Mais quelque part, et c'est paradoxal, on protège aussi la personne humaine qu'il a été. Donc c'est vrai que pour l'instant, pour moi, c'est pas très cohérent. C'est pour ça que je pense qu'on devrait le traiter comme une personne décédée, à qui on applique la dignité de la personne humaine et qu'on traite en tant que entité humaine. Quel est votre regard historique sur justement le statut du corps défunt, peut-être son statut symbolique dans la société? À quoi vous pensez lorsqu'on regarde un petit peu en arrière? Pour faire le lien avec ce qui vient d'être montré notamment par Magali, on peut dire d'une part qu'on retrouve le cadavre comme objet, notamment lorsqu'il s'agit d'un condamné à mort. Le condamné à mort a été, on va dire, utilisé à titre d'expérimentation médicale. Vous avez ici une gravure lorsqu'il s'agit à la fin du XVIIIe siècle de comprendre les effets de l'électricité sur les corps. On va tenter de réanimer des corps de condamnés. On retrouve déjà cette matière première pour la science, en quelque sorte, de manière à tester notamment la survie de l'âme, savoir combien de temps une tête coupée, et il faut bien dire qu'on en a coupé quelques-unes, et donc on a une matière importante après la Révolution française, combien de temps va survivre un individu à cette tête tranchée. Et donc on fait des expériences qui ressemblent beaucoup à ce que vous connaissez, qui va inspirer le mythe de Frankenstein, c'est-à-dire la réanimation à partir de morceaux de cadavres d'un nouvel être monstrueux, mais par le biais de la science. Donc là, très clairement, le cadavre est un objet. Mais il est souvent bien plus que ça, et c'est sans doute à ça que vous faites allusion, il peut être aussi un symbole social très fort et qui est l'objet de controverses dans la société. Je pense notamment à une question qui, à l'époque moderne et au XIXe siècle, a généré énormément de débats. C'est la question de qu'est-ce qu'on fait du corps de celui qui s'est suicidé. Et là, ça génère énormément de controverses, pas seulement entre les médecins, qui souhaitent pour certains déculpabiliser le suicide, et donc on considère différemment le corps du suicidé, qui, je le rappelle, à l'époque moderne, est l'objet, on va dire, d'un massacre après la mort, d'une exhibition, d'une exposition publique et d'une mise à part dans les cimetières. Il ne peut être enterré au même endroit que les autres. Donc des médecins qui militent un petit peu pour la déculpabilisation du suicide,
Et puis de l'autre côté, l'Église catholique qui intervient dans le débat pour réaffirmer un certain nombre d'interdits. Ces questions de bien définir un cadavre, ça a une incidence ou pas dans l'exercice de vos missions? Pour rassurer ma voisine, que ce soit le garde ou les médecins, on a la même difficulté en fait pour nommer. C'est toujours très compliqué à la fois pour les équipes du SMUR, mais également quand il s'agit des prélèvements d'organes. Comment est-ce qu'on va nommer le patient, le cadavre, le mort, le défunt? Et c'est toujours, le plus souvent, surtout dans les équipes, une absence de dénomination et souvent des contournements souvent assez qui sont liés en fait aux équipes et aux habitudes. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant et on retrouve cette logique du droit et cette difficulté de nommer en fait ce qu'on a en face de soi et ce qu'on est, à quelle étape on est. Ensuite, moi j'ai deux activités, donc il y a l'activité de SMUR, donc l'activité préhospitalière avec donc la situation de réanimation, le plus souvent à domicile sur le public, puis la situation des prélèvements d'organes, où là le statut du corps est un statut très particulier, je pense qu'il y a deux réflexions. Sur celle du SMUR, c'est dans des situations particulièrement violentes qu'effectivement on a une problématique qui est à la fois inhérente à la situation elle-même et en fait les fins. On a une problématique de définition, de dénomination. On le voit très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle violence de la situation qu'on n'est pas encore en capacité finalement d'arriver à nommer le corps qu'on a en face de soi. Et plus souvent, c'est assez intéressant, fait par étapes. Et ces étapes, elles vont nous permettre en fait de nommer. On est plutôt souvent dans la situation de rechercher d'abord des signes négatifs de vie, ce qui est assez intéressant, et ensuite de passer à une autre étape pour redéfinir ce cadavre qui va devenir les signes positifs de mort. Donc vous voyez, on s'aide aussi quelque part du droit pour arriver en fait à nommer et à finalement changer de statut. Parce que quand l'équipe du SMUR arrive, cette situation de préhospitalier où finalement on est encore dans le possible, on est face à un patient même s'il est décédé. Et c'est en fait toute la pratique, un peu on reviendra tout à l'heure, sûrement rituel, qui va faire en fait série de passages qui vont faire changer le statut de ce patient et la façon dont on va le nommer. Donc ça, c'est le premier versant de mon activité. Le deuxième versant, c'est le versant du donneur d'organes. Donc là, on est sur des situations qui sont... En fait, c'est la réglementation, c'est le droit qui va complexifier la situation, puisque d'un point de vue clinique, c'est un aspect encore chaud, et sa dénomination de droit, il est déjà décédé. Donc vous voyez, pour les équipes, c'est la situation la plus confusante en termes de statut de corps, puisqu'on est dans des représentations qui ne sont pas les représentations habituelles de la mort. Je voudrais qu'on entende le professeur Roger Maillard, justement sur cette question. Comment vous abordez les choses, vous, en tant que médecin légiste? Ce cadre à définir ou pas? Est-ce que c'est important? Alors, la chaîne des intervenants fait que là, en effet, je suis obligée de me positionner dans la continuité de ce que disait Madame Dessiron. Donc, en effet, les gens du SAMU sont passés par les signes négatifs de vie, et là vont s'installer les signes positifs de la mort, et là, c'est là qu'intervient le médecin légiste. Alors, les signes positifs de la mort, à ce moment-là, c'est vrai, est-ce qu'on parle d'une personne décédée ou est-ce qu'on parle d'un cadavre? Dès qu'on est dans les signes positifs de la mort, c'est-à-dire qu'on va essayer de dater un décès, on va essayer de comprendre tout ce qui concerne l'état de décomposition de la personne décédée, c'est aussi tout le travail de médecin légiste. On parle de taphonomie, on va même parler d'anthropologie, enfin après on peut aussi faire parler un squelette, donc là on est vraiment dans comment on comprend toute cette dégradation, cette taphonomie, là on est vraiment dans le cadavre. D'un autre côté, le médecin légiste, il va être là aussi pour permettre à la personne de prendre vraiment son statut de défunt, de pouvoir après être inhumé, qu'il y ait tout le processus rituel, et pour ça, il y a un stade obligé qui est la compréhension de pourquoi il est décédé, comment il est décédé. Et donc du coup, c'est tout le paradoxe, je dirais, du médecin légiste qui va être en face finalement d'un cadavre, puisque l'on est vraiment là dans les signes positifs de la mort et l'installation de tous les processus de dégradation. Et d'un autre côté, on est obligé de le rattacher à la personne humaine, puisqu'on est là pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur les quelques heures avant son décès. Donc pourquoi il est décédé, qui il était, est-ce que des personnes extérieures sont intervenues au processus de décès. Et donc du coup, c'est toute la difficulté. Ce qui va aussi poser souci, ça on pourra en parler, et on en a un petit peu parlé, c'est
les organes qui vont en effet constituer cette personne, qu'on va examiner, qu'on va analyser, qui vont parfois être prélevés, qui vont être, dans ce cas-là, appartiennent à qui? Alors, momentanément à la justice, puisque c'est des prélèvements qui vont être mis sous scellé judiciaire, donc en tant que scellé judiciaire, ils appartiennent à la justice. Très souvent, malheureusement, l'analyse de ces scellés va nécessiter du temps. Les personnes, parfois, les corps vont être restitués aux familles, les processus funéraires vont avoir lieu, et puis en effet, plusieurs mois après, va se poser la question, une fois que ces scellés judiciaires ont été ou pas étudiés, les scellés lui-même vont être détruits, et qu'est-ce qu'on fait justement de ces prélèvements? À qui ils appartiennent? Est-ce qu'ils appartiennent à la famille? Non. Est-ce qu'ils appartiennent à la justice plus maintenant? Est-ce qu'ils appartiennent au corps? Oui, mais le corps est parti. Est-ce qu'ils appartiennent à laboratoire de médecine légale? Il y a pas mal de vides juridiques concernant les fessées. On va glisser tout doucement, et puis on a envie d'entendre Sylvie Klaas, évidemment, vers ce deuxième chapitre autour de la relation de soins. Est-ce que s'occuper d'un corps défunt, c'est être dans une relation de soins? On a entendu des paroles très fortes tout à l'heure de la part des témoins. On précise, Madame Klaas, que vous avez travaillé pendant 40 ans dans les hôpitaux. Comment vous est venue cette préoccupation pour les soins aux défunts? Alors donc j'ai exercé dans le nord de la France et je suis arrivée sur Château-Gontier il y a 8 ans. Et je visite cet hôpital que je trouvais très beau, à l'exception d'un lieu qui était celui où étaient déposés les corps défunts, puisque l'hôpital est un petit hôpital et qui n'a pas l'obligation d'avoir de chambre mortuaire, mais mettait à disposition des chambres. Le directeur me demande ce que je pense de l'établissement, je lui dis grand bien de l'établissement, et je me permets de dire les chambres mortuaires mériteraient peut-être une attention plus particulière. Il me dit, vous savez, on n'en a pas l'obligation. Je dis, oui, mais quand même, enfin, vous me demandez mon avis, je vous le présente. Il me dit, puisque le sujet vous intéresse, occupez-vous des protocoles d'essai. C'était sympathique, donc réactualisation des protocoles d'essai. Et j'ai entendu tout à l'heure, ça faisait écho. Et je me suis aperçue en travaillant avec les équipes sur ces fameux protocoles d'essai que, bien sûr, on peut entendre le mot protocole, mais en fait, c'était pas du tout de ça dont on parlait. Les équipes ne parlaient que de respect, que de dignité, que de présentation du corps. Bien sûr que les exigences qualité demandent des écrits, or c'est pas ça. Et je me suis aperçue, on avait présenté ces protocoles, et il y a une jeune aide-soignante qui me demande s'il fallait réaliser la toilette mortuaire, s'il y avait des soins d'anatopraxie. Je ne m'étais pas posé la question. Je me dis, mais c'est quand même étrange, je vois tout le monde faire la toilette mortuaire comme une évidence, et elle me pose la question comme si cette toilette pourrait disparaître. Et ça a été l'objet de ce premier travail de réflexion. À quoi sert cette toilette mortuaire? Quelle est-elle? Quel sens a-t-elle? Surtout, c'est ça en fait qui m'intéressait. Le sens donné de cet acte qui s'est transmis vraiment des plus anciens. Et j'entendais une étudiante dire en fait, il faut aller affronter ce soin-là à un moment donné, mais il ne l'affronte pas tout seul. Il y a vraiment une transmission des plus anciens aux plus jeunes de cette toilette qui se passe. Et je me suis aperçue, et on va sûrement y revenir sur la question du rituel, qu'on était dans un rituel de passage. Et pour les soignants, il s'agit vraiment d'aller clore le soin, c'est-à-dire d'aller faire la toute dernière toilette, l'ultime toilette, de toutes ces toilettes qui ont été faites tout au long de la vie, tout au long des soins. Et il faut clore ce soin, et je l'ai entendu là dans les étudiants. Donc ça, c'est vraiment une nécessité. Et dans ces soins aux défunts, on est vraiment dans un rite de séparation. Et ce qui crée aussi des tensions dans les services, c'est en particulier quand il y a beaucoup de pression aux urgences, et donc quand il y a beaucoup de patients aux urgences, et les urgences surveillent quand il y a un décès, en se disant, tiens, il y a une place qui se libère dans un service. Et c'est insupportable pour les soignants que ce défunt parte trop vite et qu'un vivant rentre tout de suite dans la chambre. C'est intolérable pour eux. Et on est vraiment dans un rite de séparation. Et il faut mettre une distance en temps et que le nouveau patient puisse être accueilli par une autre équipe. Alors actuellement, il n'y a rien qui autorise ça. Dès que la place est libre, et on comprend aussi, il y a une telle pression dans les urgences que bien sûr qu'il faut accueillir au mieux pour pas que les personnes restent sur des brancards pendant des heures, et c'est extrêmement dommageable, mais de permettre en tout cas aux équipes ce travail-là
qui s'exerce par la toilette mortuaire, qui est vraiment un rituel de purification. Et je me suis aperçue, en fait, en travaillant le sujet, que d'une part, les soignants avaient besoin de laver le corps après la mort, mais ils avaient aussi besoin de se laver le corps après avoir été en contact avec la mort. Et donc, on est vraiment dans un rituel de purification, et comme le dit Jean Kelevitch, le pur, comme s'il fallait revenir à cet état de pureté originelle qui nous habite tous tout au long de notre vie, et là plus encore.